Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour cette vidéo du mois de juillet, effectivement, je fais moins de vidéos parce que pas mal de travail en ce moment, de travail, que ce soit ma profession ou l'accompagnement des clients patrimoniaux. Alors, ça ne m'empêche pas de faire cette vidéo parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses ces derniers temps. Donc, sans plus attendre, le titre de cette vidéo, donc je vous fais un petit partage d'écran. Donc, le titre de cette vidéo s'intitule Les déclinologues en échec, mais gare au triomphalisme. Alors, moi, vous connaissez un petit peu ma position, hein. Moi, je me méfie toujours des extrêmes, hein, de celles et ceux qui vous disent que c'est la fin du monde, que tout va s'écrouler, que le système, on va changer de système. L'histoire a montré qu'on ne change pas de système rapidement, hein. La fréquence de changement de système, elle est quand même assez faible dans l'histoire. Et à l'inverse, hein, les personnes qui vous parlent d'un nouveau paradigme économique qui peut justifier on va prolonger les tendances actuelles sur les marchés ad vitam aeternam, là aussi, je suis un petit peu méfiant. Donc, sans plus attendre, alors pourquoi hein, les déclinologues sont en échec? Bah, je vais vous citer plusieurs exemples. Alors, vous savez, hein, il y a eu tout ce qui s'est passé avec la Russie. C'était la dernière vidéo hein, avec Wagner. Il y a eu la réforme des retraites qui a suscité énormément de manifestations. Il y a eu les émeutes dans les banlieues. Et malgré tout, hein, alors là, il s'agit d'être factuel, hein, Emmanuel Macron, en France, voit sa popularité progresser malgré une période délicate liée à la réforme des retraites qui a été passée en douleur et les émeutes des banlieues suite à la mort d'un jeune à Nanterre. Donc là, je ne vais pas les citer, mais beaucoup de personnes nous prédisaient la fin, la chute de la Ve République, la chute du gouvernement Macron, etc., etc. On est très très loin du compte, hein. Malgré tout ce que l'on peut dire, on voit que, bah, mine de rien, la cote de popularité du président de la République, elle est plutôt stable et elle résiste malgré tout ce que l'on peut dire sur le président et sur son gouvernement. Et moi, je fais partie, hein, attention, je ne suis pas du tout pro-gouvernement, je fais partie des personnes qui sont assez critiques vis-à-vis de nos élites en général et notamment des élites politiques. Et donc évidemment, bah, les personnes qui nous pronostiquent la guerre civile, la chute de Macron, la fin de la Ve République, devront attendre, même si, même si il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette Ve République, hein, comme le rappelle d'ailleurs très bien Philippe Fabry, hein, que j'ai déjà cité plusieurs fois. Structurellement, la Ve République, elle a été créée par le général de Gaulle et n'est pas adaptée avec l'offre politique que nous avons actuellement. Mais quoi que l'on puisse dire, le système, bon an, mal an, tient. Pourquoi il tient? Parce qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui aujourd'hui vit très bien. Alors je sais, en France, on aime bien se plaindre, on aime bien dire que ça va mal, que tout va mal, etc. Mais moi, je vois autour de moi, il y a quand même une grande partie de la population, des gens, qui s'en sortent bien et qui voient même leur pouvoir d'achat progresser. Donc voilà, aujourd'hui, on est loin, en tout cas, de l'effondrement du régime et de la Ve République, même si structurellement, on voit que c'est un système qui peut difficilement tenir dans la durée, pour les raisons que l'a rappelé d'ailleurs Philippe Fabry. La vraie démocratie, et ça je suis d'accord avec lui, c'est un vrai régime parlementaire avec bicamérisme, donc avec une chambre haute, une chambre basse et un parlement qui a un vrai pouvoir et pas un parlement qui se contente d'être une chambre d'enregistrement comme c'est le cas aujourd'hui. Premier point. Ensuite, le conflit Ukraine-Russie qui est en train de s'enliser. Donc là encore, les déclinologues nous prédisaient un rouleau compresseur russe qui allait débouler sur l'Europe. Bah, visiblement, on voit que l'armée russe, c'est plus ce qu'était l'armée rouge au temps de la Seconde Guerre mondiale. On voit que la Russie a beaucoup de mal à, euh, à se dépatouiller sur le front ukrainien. Alors je rappelle, hein, c'est pas juste l'Ukraine, hein. Si l'Ukraine résiste, c'est aussi grâce aux aides occidentales. Mais on voit qu'on est loin de la Bérésina en Europe à cause de la Russie, hein. Donc
Autant Bruno Le Maire s'est planté sur la résilience de l'économie russe, hein, quand il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, il s'est planté. À l'inverse, hein, les personnes qui ont une admiration vis-à-vis de Vladimir Poutine, clairement, il faut reconnaître qu'elles se sont plantées aussi. Hein, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine impose la terreur en Europe. Autre point, les résultats des entreprises qui surprennent par leur vigueur et des indices boursiers qui résistent très bien. Hein, donc on voit hein, des indices comme le Dow Jones ou le S&P 500 qui viennent de casser des résistances majeures. 4500 points pour le S&P, 35 000 pour le Dow Jones, et le Nasdaq qui est dans une bonne dynamique malgré des résultats jugés décevants de Tesla. On voit que on a des résultats, on est en pleine dans la saison des résultats, on voit que on a de très bons résultats des entreprises, on voit que les entreprises, malgré l'inflation, malgré les restrictions du crédit, continuent à publier de bons chiffres, du moins pour les plus grosses d'entre elles, parce qu'on va voir que tout n'est pas rose non plus. Et enfin, je termine par une pierre dans le jardin des déclinologues, hein. Celles et ceux qui nous prédisent l'effondrement de l'euro, que l'euro vaudrait bientôt 50 centimes de dollar. Bah, force est de constater que l'euro a effacé toutes ses pertes face au dollar depuis la guerre en Ukraine. Hein, la monnaie unique a testé le seuil des 1,13 dollars. Je rappelle qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, l'euro-dollar tournait à 1,11. Ensuite, avec le développement de la guerre Ukraine-Russie, l'euro a chuté pour descendre à 0,95, 0,96 dollars pour un euro. Aujourd'hui, on est à 1,12, 1,13 dollars pour un euro. On est revenu au-dessus, au-dessus du niveau où était l'euro avant même la guerre en Ukraine. Donc tout se passe comme si finalement la guerre en Ukraine, finalement l'euro sort presque renforcé de la guerre en Ukraine au moment où je vous parle. Donc on est loin de l'effondrement de la monnaie unique et on est loin aussi de l'envolée des prix des matières premières. Hein. Alors là encore, hein, les déclinologues nous disaient que on va avoir le gaz à 10 000, 15 000 dollars, qu'on va avoir le blé, le maïs à 1500 dollars. Là, aujourd'hui, on est très très loin de ces niveaux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le prix de ces matières premières, blé, maïs, gaz, on est plus proche des plus bas historiques que des plus hauts historiques. On est revenu bien avant à des niveaux de cours qui sont très en dessous d'avant la guerre en Ukraine. Donc là encore, hein, les personnes qui nous parlaient de pénurie en tout genre, de prix prohibitifs, aujourd'hui semblent être constaté que le prix des matières premières semble s'être vraiment assagi. Alors vous allez me dire, que la facture hein, EDF, GDF n'arrête pas de monter. Ça, c'est plus lié à des considérations politiques. Hein. Il y a les prix de l'énergie qui sont régulés en Europe et la France ne veut pas sortir de la convention énergie européenne. Et c'est à ça qu'est lié les hausses de prix d'électricité et de gaz que l'on voit. Mais si vous regardez, si vous allez regarder sur Internet les cours de l'électricité, les cours des prix du gaz, vous verrez qu'on est très très loin des plus hauts historiques, on est même proche des plus bas historiques. Et aussi, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, une partie de l'inflation, elle est clairement aussi liée au profit des entreprises. C'est-à-dire que même le FMI reconnaît qu'une partie de l'inflation est gonflée par les entreprises qui profitent, qui a un effet d'aubaine, et elles profitent du fait qu'il y a eu effectivement une embardée des prix des matières premières alimentaires et énergétiques pour répercuter à la hausse sur le consommateur en profitant, en prenant une marge au passage. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les indices boursiers tiennent très bien la route. Une partie de l'inflation a été capturée dans les profits des entreprises. On voit que, à la lumière de ce que je vous dis, on est très loin du scénario prédit par les déclinologues qui nous prévoyaient toutes sortes de catastrophes. Alors, attention toutefois à ne pas relâcher la garde, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Les problèmes en France sont loin d'avoir disparu. Attention,
c'est là que je rejoins effectivement toutes les personnes hein, comme Philippe Fabry, Olivier Delamarche, Sylvain Tiger, Philippe Béchade. Donc je rejoins, on a un gouvernement et des élites qui sont totalement déconnectés des réalités de la population. Et là, je vous renvoie aux photos de François Xavier, un drôle My Economy, qui vous explique clairement la déconnexion qui existe entre nos élites et la population. Plusieurs France se regardent en chien de faïence. On a d'un côté les élites mondialisées qui vivent en centre-ville, qui sont un petit peu bobos, qui vont au travail en vélo, en trottinette, etc., qui n'ont pas tous les problèmes que rencontre une grosse partie de la France. Donc attention, je ne dis pas que c'est des personnes qui ont volé leur réussite. Souvent, c'est des personnes qui ont fait de grosses études, qui font de gros horaires, des cadres qui ont réussi, mais ce sont des élites mondialisées qui profitent de la mondialisation et qui souvent résident en centre-ville. On a une autre France qui est la France des banlieues, dont une partie est originaire de l'immigration qui a du mal à s'intégrer, qui a du mal à trouver ses points de repère dans la société française. Elle existe, elle est là. Et enfin, on a une troisième France qui n'est ni la France des métropoles, ni la France des banlieues, qui est la France des campagnes et, on veut dire, la France urbaine, hein, qui est la France des gilets jaunes, hein, avec pas mal de petits entrepreneurs, des paysans, qui, eux, pour le coup, encaissent la hausse des prix de l'électricité, de l'énergie, du gaz, etc., qui, elle, a de réelles difficultés. On a trois France qui se regardent en chien de faïence et on a en face un gouvernement qui, en fait, qui concentre sa politique uniquement en faveur des élites mondialisées. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est clairement, voilà, on a clairement un gouvernement qui n'est pas du tout à l'écoute finalement de la France d'en bas. Deuxième point, les problèmes géopolitiques sont encore d'actualité. Hein, la fameuse grande offensive ukrainienne, pour le moment, je l'attends toujours. Pour le moment, on nous a dit attention, le front russe va s'écrouler, etc. Pour le moment, les Russes sont encore en Ukraine et tiennent très très bien leur position, malgré toutes les aides occidentales dont bénéficient les Ukrainiens. On voit que les problèmes géopolitiques sont loin d'être réglés. Troisième point, l'économie chinoise continue de souffrir, ce qui limite le potentiel de hausse de pas mal de secteurs clés en Europe, comme le secteur du luxe en France. Et enfin, dernier point, et non des moindres, les hausses de taux mettent du temps à se diffuser dans l'économie. Ça, c'est un fait économique. Quand on monte les taux, on ne ressent pas les effets sur l'économie de manière instantanée. Il y a toujours un lag de 6 mois, un an et demi, avant que les hausses de taux commencent à impacter l'économie. Et pour moi, ce n'est qu'à la rentrée, qu'à partir de la rentrée 2023, que les ménages et les entreprises vont vraiment commencer à ressentir le resserrement du crédit. Et pour ça, quoi de mieux qu'un graphique, hein. Alors là, attention, vous voyez, je ne suis ni en train de vous faire du triomphalisme, ni en train de vous dire que tout va s'effondrer. Là, je parle de faits concrets, de faits réels. Voilà ce graphique. Donc, c'est le graphique qui a été tiré de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui vous montre, alors la courbe bleue, c'est la courbe des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le niveau des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Donc on voit que ça part de 1979, donc lorsque Paul Volcker avait monté les taux à 15, entre 14 et 20%, et aujourd'hui. Et on voit, ça c'est factuel, on voit qu'après chaque embardée de hausse des taux, on a les barres grises qui sont les récessions. Les barres grises, ce sont les récessions. On voit qu'après, je vous fais un petit rappel historique, à l'issue des deux chocs pétroliers, 73-79, on avait une inflation structurelle qui était à 10% ou 12%. Qu'a fait Paul Volcker? Paul Volcker a décidé de casser l'inflation en montant les taux bien au-delà de 10% pour avoir des taux réels positifs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit la barre grise, une récession très très forte qu'on appelle la récession Volcker, qui a duré plus de 2 ans aux États-Unis, c'est la barre grise ici, mais qui n'a eu lieu après la fin du cycle de hausse des taux. Pourquoi? Parce que toutes les hausses des taux
qu'on a assistées entre 79 et 81, elles n'ont commencé à porter leurs fruits que à la fin de l'année 80, début de l'année 80. Pareil, en 1987, les banques centrales remontent leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Là encore, la récession n'a pas éclaté immédiatement. La récession a commencé au début des années 90 et elle a été assez violente. Les personnes qui travaillent notamment dans l'immobilier se souviennent, puisque au début des années 90, les prix de l'immobilier à Paris avaient perdu 40% de leur valeur. Et là encore, c'est arrivé après un resserrement monétaire. Plus proche de nous, la fameuse crise Internet. Alors, on revient au début fin des années 90, donc on voit qu'on a eu un long resserrement monétaire. On a eu une première série de hausses des taux en 1995, suivie d'une deuxième série de hausses des taux à la fin des années 90. Et là, à l'époque, je me souviens, je sortais de mes études, les gens me disaient, mais de toute façon, les hausses des taux, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est la nouvelle économie, c'est les high-tech, on s'en fout, les high-tech n'en ont rien à faire de la hausse des taux. Et là, très dur retour à la réalité, on a eu une grosse récession qui est arrivée à la fin, enfin courant de l'année 2000, et on a mis presque 2 ans à s'en débarrasser, malgré les baisses de taux intervenues par la Banque centrale américaine et par la Banque centrale européenne. Donc on voit encore une grosse récession qui est arrivée après un fort cycle monétaire de hausse de taux. Et enfin, plus proche de nous, la fameuse crise des subprimes. On a, au début de l'année 2004, l'inflation qui repointe le bout de son nez. Là, on a Alan Greenspan qui commence à augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, je ne me souviens plus si c'est Alan Greenspan ou Ben Bernanke. Vous voyez, j'ai un petit trou de mémoire. On a un gros cycle de hausse des taux qui s'enclenche. À la fin de l'année 2006, on a l'immobilier aux États-Unis qui commence clairement à battre de l'aile. Fin 2006, les prix de l'immobilier commencent vraiment à baisser aux États-Unis. Et là encore, à l'époque, tout le monde disait c'est rien, c'est passager, c'est une crisounette, c'est une petite crise, etc. Et on a eu la récession qui est intervenue après. 2007, 2008, 2009. Et là, enfin, là, on a aussi pareil pour lutter contre un début d'inflation en 2017-2018, la Réserve fédérale qui augmente ses taux d'intérêt et à la fin 2019, début 2020, boum, on a une récession qui a été assez violente, aggravée par la crise du Covid. Et là, vous voyez, aujourd'hui, voilà, regardez les taux d'intérêt qu'ils ont fait. On est passé de quasiment zéro, on est à plus de 5% des taux d'intérêt aux États-Unis. Regardez la violence de la hausse des taux. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être grand clair, d'être un savant pour savoir qu'il y aura une récession qui va arriver aux États-Unis et en Europe. Reste à savoir le timing, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire au mois près quand interviendra la récession, mais on aura une récession. Pourquoi? Parce que les récessions font partie du cycle naturel de la vie. L'économie, c'est des hausses et des baisses, c'est normal. Je ne suis pas en train de vous parler d'un effondrement, je ne suis pas en train de vous dire que tout va être génial. Il y a des phases de croissance, des phases de crise. Il y a des phases d'inflation, des phases de désinflation, des phases de déflation. Et là, effectivement, on a, avec la hausse des taux qu'on a eue, il n'est pas exclu qu'on ait une récession. Regardez l'histoire est claire. Et à chacune de ces parts grises, on a eu de très fortes baisses des marchés actions. Début des années 80, moins 30% les actions. Début des années 90, moins 20%. Année 2000, moins 40%. 2008, moins 60%. Crise du Covid, moins 35%. Donc, les récessions sont souvent suivies de très fortes baisses des marchés actions. Et là encore, je ne suis pas en train de vous prédire la fin du monde, ça fait partie du cycle naturel de l'économie. Et sans même aller plus loin, on a déjà des secteurs qui tirent la langue. Aujourd'hui, un grand nombre de PME sont en souffrance du fait des prix de l'énergie, de l'arrêt des PGE et de la fin du quoi qu'il en coûte. Et ce, avant même la révision de leurs conditions de crédit. Je vous rappelle que
quand une banque centrale monte les taux, ça n'impacte pas directement les taux des crédits des entreprises. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, comme les États, roulent leurs dettes. C'est-à-dire qu'elles ont une dette. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, quand elles doivent rembourser le nominal, le capital, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont réemprunter le même capital aux banques. Sauf que lorsque ces entreprises vont réemprunter, vont se refinancer, elles vont être obligées de se refinancer au taux actuel. Et un grand nombre de ces entreprises vont devoir se refinancer fin d'année 2023, début 2024. Donc on voit que toutes les hausses des taux intervenues ces derniers mois vont vraiment commencer à impacter l'économie de manière violente. Dans un secteur, et non des moindres, on ne parle plus de pénurie de main-d'œuvre, mais bien de licenciement. Il s'agit du secteur de la construction. Donc, avec la hausse des coûts des matières premières, le renchérissement des coûts de construction a désolvabilisé un grand nombre d'acheteurs et de promoteurs. Avec la hausse des taux qui se diffuse dans les crédits immobiliers, la demande chute. Et je rappelle qu'à chaque fois que les taux augmentent de 1%, c'est 10% de solvabilité en moins pour les acheteurs. Avec des taux qui ont augmenté de 2 à 3% sur les crédits immobiliers, les acheteurs devront soit augmenter leur apport personnel de 20% par rapport au prix du bien, soit négocier une baisse de prix. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la chute des transactions immobilières en France, mais pas que en France. Alors je ne parle pas de chute des prix, mais de chute des transactions, parce qu'on a des vendeurs qui veulent toujours vendre au plus haut et des acheteurs qui aimeraient acheter. Donc voilà, il y a une demande, je ne dis pas, il y a une demande en France, sauf que ces acheteurs ne peuvent pas acheter au prix demandé par les vendeurs. Et on a un écroulement des transactions immobilières. Donc vous voyez que tout n'est pas rose et il ne faut surtout pas crier victoire trop vite. Néanmoins, et moi c'est pour cela que je suis un investisseur, je ne suis ni un économiste qui vous dit que tout sera beau, tout sera génial demain, ni un défaitiste, un déclinologue, je suis un investisseur et quel que soit le cycle économique, il y a des opportunités à saisir. Alors, je vais vous les présenter. Le marché obligataire n'a jamais présenté autant d'opportunités avec des taux qui sont sur le point de passer en territoire positif, des taux réels positifs. On va dire, on va avoir des taux d'intérêt qui vont être supérieurs à l'inflation. On peut vraiment s'enrichir avec l'obligataire, alors même que le gouvernement a décidé de geler le taux du livret A à 3%. Donc là, clairement, il y a aujourd'hui de bonnes opportunités de sortir son argent du livret A. Alors attention, je ne parle pas de l'épargne de précaution qui doit rester dans le livret A, je parle juste de l'épargne d'investissement où c'est intéressant de la sortir du livret A pour le placer sur le marché obligataire. On a le marché des métaux précieux et des matières premières qui redevient très intéressant avec des cours qui sont revenus bien en dessous du niveau d'avant la guerre en Ukraine. Le marché action, alors pour moi, le marché action reste globalement cher à mes yeux, mais on peut le jouer, non pas directement, je n'appelle pas forcément les gens à acheter du CAC 40 ou du Dow Jones aujourd'hui, mais indirectement, soit via des produits dérivés, j'appelle des produits structurés qui jouent sur la volatilité des marchés, ou via des investissements alternatifs, par exemple certains pays émergents qui peuvent présenter de bonnes opportunités pour rentrer sur les marchés. Le marché immobilier, alors oui, il est en plein retournement, ce qui promet des jours sombres pour pas mal de secteurs qui vivent de cela, donc la construction, les promoteurs, les secteurs de la rénovation, de la décoration, les agents immobiliers, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui ne font que de l'immobilier. Ces gens-là, ces secteurs-là vont souffrir, ça, faut être réaliste, mais même le marché immobilier peut présenter des opportunités inattendues, notamment, par exemple, dans le neuf. Pourquoi? Parce que certains promoteurs qui anticipent la baisse en accordant des remises pour liquider des stocks d'invendus. Donc, au moment où je vous parle, certains promoteurs un peu en difficulté sont tentés de baisser les prix du neuf, les prix de vente
de logements en VFA neufs parce que justement, ils anticipent la baisse. Donc, il peut y avoir de bonnes affaires à faire dans le neuf. Moi, par exemple, c'était deux exemples, le bien en immobilier, le bien que j'ai acheté en neuf immobilier, hein, en loi d'euro bien à l'époque, je l'ai acheté en 2007. On était au sommet. Hein. J'ai acheté ce bien au plus haut du marché immobilier. Mais j'ai fait une bonne affaire parce qu'en fait, je l'ai acheté à peu près à 15% en dessous des prix de marché de l'époque. Pourquoi? Parce que le promoteur, les promoteurs ne sont pas idiots, ils savaient que les prix allaient baisser. Et donc, du coup, j'ai pu avoir un bien immobilier qui a un niveau plus bas que les prix du marché. Et même aujourd'hui, au moment où je vous parle, là, j'ai en tant que CGP, j'ai un bien qui est sur le point de partir, qui est en vente sur Bordeaux, qui pourrait partir d'ici ce week-end. Voilà, un bien qui est bien situé avec un prix, un beau prix qui pourrait partir assez rapidement puisque j'ai pas mal de clients qui sont intéressés par ce bien-là. Donc voilà, donc ça c'est des exemples qui montrent que même sur des secteurs un peu compliqués, il peut y avoir de belles opportunités. Et puis même dans l'immobilier, il y a ce qu'on appelle l'immobilier sectoriel, par exemple les SCPI, qui sont spécialisés dans des secteurs de niche, comme les SCPI spécialisés sur les secteurs de la nouvelle économie. Ça existe. Et donc, cet immobilier-là résiste très bien face à la crise et pourrait même connaître des hausses. Donc là encore, vous voyez, tout n'est pas tout rouge, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout bleu non plus. Et enfin, si certaines niches fiscales sont en passe d'être supprimées, par exemple le Pinel, d'autres moins médiatisées resteront d'actualité, comme la défiscalisation à titre industriel ou la défiscalisation outre-mer. Donc on voit que il y a quand même pas mal d'opportunités à saisir. Donc, je ne suis ni en train de vous dire c'est génial, tout est beau, achetez n'importe quoi, ça va monter, c'est super, vite, 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 il faut investir dans tout et n'importe quoi. Hein. Ça, ce sont les triomphalistes, ce sont les gens voilà, les dogs de Bordeaux, hein, je les appelle. Hein. Voilà, les gens qui vous disent que tout est toujours tout rose, mais il ne faut pas non plus être déclinologue parce qu'on voit bien que les événements actuels montrent que clairement tout ne va pas si mal que ça. Donc les prochains événements promettent d'être très intéressants. Du coup, moi, le conseil que j'ai à vous donner, hein, ne tombez pas dans le sentimental. Hein. Un investisseur ne doit pas investir suivant des convictions politiques ou religieuses, mais il doit investir des, suivant des faits réels, des faits concrets. Et moi, c'est là où moi, je peux vous accompagner, puisque moi, quelque part, j'ai choisi, c'est un choix, c'est une volonté de ma part, de ne pas me spécialiser dans un secteur particulier. Hein, je ne suis pas un vendeur de Robien, de Pinel ou de LMNP ou d'assurance vie ou de je ne sais pas quoi. Voilà, je fais quasiment toutes les classes d'actifs patrimoniales, ce qui finalement me permet d'être à l'écoute de pas mal d'opportunités qui puissent exister au moment où je vous parle. Et effectivement, les opportunités d'aujourd'hui ne sont pas les opportunités qu'il y avait il y a un an, et sans doute ne seront pas les mêmes opportunités qu'il y aura dans quelques mois, dans un an ou dans 2 ans. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur les stratégies d'investissement du moment, d'aujourd'hui, n'hésitez pas, hein, vous avez ma carte de visite en dessous, n'hésitez pas à me contacter. Alors j'ai pas mal de travail en ce moment, hein, donc c'est pas, voilà, je chôme pas, mais je pourrais toujours prendre le temps voilà, de discuter avec vous. Alors, petit bémol, euh, alors là, c'est vraiment par la déontologie. C'est à titre déontologique. Je ne réponds pas aux questions vraiment, les questions toutes bêtes comme quels sont les frais pour investir dans les SCI, dans les FCP, dans les FCPR, ou tiens, que penses-tu du marché de l'or, des cryptos, où me conseilles-tu d'investir? Hein, ça, un conseiller en gestion de patrimoine n'a pas le droit, hein, n'a pas le droit, c'est interdit de balancer des conseils comme ça au tout venant. Donc, moi, clairement,
la démarche, hein, elle est universelle, hein, elle doit être comme ça. D'ailleurs, les autorités réglementaires poussent vers cela. Ça sera une prise de contact, un premier entretien de prise de connaissance, suivi d'une étude patrimoniale globale, et ensuite, et ensuite des conseils d'investissement, mais des conseils d'investissement personnalisés qui arrivent après une étude patrimoniale et pas un conseil d'investissement balancé comme ça au premier venu, parce qu'un même conseil peut être très bénéfique pour une personne et peut être dramatique, catastrophique pour une autre. C'est un peu comme un médecin qui, au lieu vraiment de faire une consultation, une auscultation de son patient, se met à vendre du Doliprane ou de la cortisone au premier venu. C'est pas le cas. Ça c'est un charlatan, c'est pas un médecin. Donc voilà. Moi, la manière dont je vois la gestion de patrimoine, c'est si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une prise de rendez-vous. Alors, je ne prends pas d'honoraire, hein, donc voilà, donc c'est vraiment, donc ça peut rassurer certains, il n'y a pas d'honoraire. Une prise de rendez-vous, un temps d'analyse pour moi, pour mieux vous connaître, pour mieux vous comprendre, comprendre un petit peu ce que vous souhaitez, quels sont vos projets sur le long terme. Ensuite, on passe à l'étude patrimoniale, vos revenus, vos dépenses, vos actifs, votre patrimoine et vos dettes. Et ensuite, on arrive au conseil personnalisé. Et tout ça sans honoraire. Donc, vous voyez, je ne cherche pas à gagner des heures, à vendre, à facturer des heures d'honoraires. Je ne prends pas d'honoraires, mais c'est la déontologie qui m'impose de suivre ça. Donc, les personnes qui ont des questions, tiens, Alix, comment je peux faire pour investir dans les actions ou dans les cryptos ou dans l'or ou quels sont les frais pour rentrer dans tel SCPI ou tel FCP, je ne répondrai pas à ce type de questions. Parce que si derrière je vous donne une réponse que vous investissez et que vous plantez, je n'ai pas envie après d'avoir des problèmes en me faisant croire que c'est moi qui vous ai donné ce conseil. Voilà, ça c'est une petite mise au point, hein, parce que voilà, je reçois souvent des mails en ce sens. Donc je ne répondrai pas à ce type de mail. Voilà. Soit vous voulez une étude patrimoniale sérieuse, un bilan patrimonial sérieux, soit si vous voulez avoir des informations, allez sur Internet, hein, il y a plein de choses sur Internet, mais moi, je ne réponds de rien sur ce type de demande. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes vacances, et écoutez, j'espère, voilà, je pense, je referai une vidéo courant du mois d'août, alors soit avant, soit à mon retour de congé. Et en tout cas, pour celles et ceux qui sont en vacances, prenez bien soin de vous, profitez-en. Et puis pour celles et ceux qui vont bientôt partir en vacances, courage, encore quelques jours, quelques semaines à tenir avant la délivrance. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.